Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Éric Carré, le directeur de l'audit du contrôle interne et de la qualité à la Croix-Rouge française. Il publie un livre sur les bouleversements profonds de l'après-Covid et sur le rôle grandissant de l'économie sociale et solidaire. Notre débat, il porte sur les nouveautés en matière d'énergie renouvelable. On découvrira ce qui bouge en matière d'autoconsommation solaire, et puis ça c'est avec Estium, et puis les projets hydroélectriques d'Unit. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Paplar avec ses tickets de caisse centralisés en ligne. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact tout de suite. Bonjour Éric Carré, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes donc le directeur de l'audit du contrôle interne et de la qualité à la Croix-Rouge française, et vous publiez ce livre après la guerre contre la Covid, de l'économie financière à l'entrepreneuriat social, livre qui est publié aux éditions L'Harmattan. Je voudrais qu'on parte d'abord de cette période Covid, de cette lutte contre la Covid. Vous dites que c'était une guerre, pourquoi ? Oui, c'est une quasi-guerre. C'était parce que, évidemment, ce n'était pas une guerre au sens codivicien, ce n'était pas une guerre au sens de ce que l'on vit en Ukraine aujourd'hui. Mais en fait, on y retrouve ce qu'on appelle les temps de la guerre. Un temps de la guerre, et d'abord, dans une guerre, d'abord la sidération. Ensuite, après, vous avez une offensive, il y a un mouvement. Là, ça a été un mouvement vers l'est de la France, vers le haut de France. Il fallait sauver les personnes dans des hôpitaux qui étaient touchés. Ensuite, après, vous avez un temps où c'est le temps de la guerre des tranchées, c'est-à-dire les gens, ça s'arrête. Là, ça a été le confinement. Vous avez même l'exode, vous avez bien vu ce qui s'est passé les quelques jours avant le confinement, les bouchons sur la route. Je reviens pas sur ces éléments-là. Et puis après, même au moment de la libération, il y a des guérillas, il y a des retours, voilà. Et ça, en fait, on retrouve les temps de la guerre dans une guerre sanitaire, puisque c'est le terme qui avait été utilisé. Donc, en fait, les réactions qui sont les réactions de la population sont des réactions quasi similaires. Ouais. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que on revient pas. Enfin, on revient pas au temps d'avant, quoi. C'est aussi ça la démonstration que vous faites dans votre livre. C'est-à-dire que les comportements, les changements dans nos comportements sont des changements qui finalement sont profonds et durables. Profonds et durables. Dans une guerre, vous avez une après-guerre. Et voyez bien, prenez nos deux après-guerres que nous avons, sur lesquelles nous avons des travaux académiques. En fait, on ne revient jamais en arrière. Et qu'est-ce qui se passe ? On voit bien même les évolutions. Les évolutions qui prennent leur envol juste après sont celles qui ont permis de gagner la guerre. Si vous prenez la Deuxième Guerre mondiale, que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a été développé après ? Il a fallu déjà réparer. Il faut réparer. Donc vous voyez bien que ce sont des grandes sociétés de construction qui se sont développées. Et parce que ces sociétés se sont développées, en fait, on a changé le modèle du logement en France. Et ensuite, après, qu'est-ce qui a permis de gagner la guerre ? C'est la mobilité, les avions. Et vous voyez bien comment l'avion, la voiture se sont développés après. C'est ce qu'on en avait gagné. On peut revenir. Alors là, si on parle si on parle là des leçons ou des transformation profonde née de la crise Covid, qu'est-ce qui vous semble le plus frappant ? Eh bien, reprenons les éléments. Qu'est-ce qui a été détruit, abîmé ? En fait, c'est le système de santé, et sans polémique aucune. C'est le système de santé, le mode de fonctionnement de la santé, le mode des urgences, la relation aux urgences. Et en fait, tout ça, ça va se reconstruire. Et ça va se reconstruire différemment. On peut penser que ça se fera avec la tech. Vous avez bien vu quand même comment les applications Covid, que ce soit pour les vaccins, ou que ce soit pour la prise de rendez-vous, ou que ce soit pour avoir les attestations. En fait, ça veut dire que la santé va se tourner vers ces éléments-là. La dimension appli, la dimension tech va rentrer beaucoup plus. C'est ça qui va. On va réparer à partir de là. Et puis, il y a notre rapport au travail qui a changé. Ça, c'est une dimension importante. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans d'autres temps de guerre, le travail s'est arrêté. Et là, en fait, il ne s'est pas arrêté. Il a été revu. Il s'est vraiment déplacé en sens physique. Maintenant, les gens travaillent ou chez eux ou ailleurs, le coworking. Et donc, c'est cette relation au travail. Et donc, vous voyez bien toutes les implications managériales. Et quand je mets le mot management, qui est très utilisé, moi, je me mets tout de suite sur un mot, la notion du sens.
le sens au travail. Ouais. Le sens au travail est la façon dont, justement, l'économie sociale et solidaire va bénéficier de ces éléments. Alors, j'allais y venir, parce que ce qui est intéressant, c'est de se demander à quel point cette crise Covid a finalement accéléré l'acceptation ou le développement du modèle de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Elle l'accélère, c'est un accélérateur. On dit toujours que les guerres sont des accélérateurs. Oui. Vous voyez, vous retrouvez la même dynamique, la même logique, oui. Ce qui confirme un peu le raisonnement que nous tenons. Eh bien, vous avez l'économie sociale et solidaire, elle représentait, on va dire avant la crise Covid, c'est quelque chose qui représentait déjà 10% du oui. PIB. Et on est déjà en train de faire un peu plus. Derrière, c'est quand même c'est plus de 2,5 millions de salariés. Vous voyez, c'est vraiment des éléments, c'est très fort. Dans le monde de la mutuelle, dans le monde de l'assurance, en fait, le système mutualiste, il est très très présent. Et on vient de parler du monde de la santé. À un moment donné, les personnes elles vont quand même se poser des questions. Pourquoi est-ce que je paye une assurance avec un tel niveau de prime? Pourquoi? Évidemment, en plus, elles vont augmenter. Vous voyez bien, à cause des changements climatiques. Donc la prime d'assurance, elle va augmenter. Donc, les gens vont se dire, retenons un mode mutuel. Ayons de l'assurance, le besoin de l'assurance, mais prenons le soin de l'assurance derrière. Alors, on en vient, je vais vous employer le mot soin, c'est l'une des démonstrations que vous faites dans votre livre. Vous dites qu'il faut passer d'une économie du besoin à une économie du soin. On supprime les deux premières lettres. C'est ça. Quelle est la démonstration ? La démonstration, c'est qu'en économie, pour faire très court, en économie, on part toujours de la notion du besoin. Oui. Et ça me va très bien et ça durera toujours. Mais en fait, il faut savoir ce qu'est un besoin. Un besoin, c'est un manque. Et en économie, c'est un manque. Et surtout, vous allez chercher à pallier ce manque. C'est un produit derrière. Et derrière, on arrive sur un bien ou un service. Oui. Dit autrement, j'ai un besoin de mobilité, il faut que je me déplace, donc j'ai besoin d'essence. Je ne sais pas dans quoi je mets, mais j'ai besoin d'essence. Donc en fait, personne n'achète de l'essence pour de l'essence. Il achète de l'essence parce que derrière, il y a un besoin et ça va l'aider. Prenons un autre besoin, le besoin de se vêtir. Oui. Vous voulez... j'ai besoin d'acheter un jean, je rentre dans un magasin, je vais où je clique et j'achète. Et je ne me pose pas de questions. Ça, c'est la notion de besoin. Et donc, en fait, vous voyez bien que vous mettez de l'énergie en fonction du niveau, si vous avez un très grand besoin, ça va mettre beaucoup d'énergie. Ce besoin, il va rester, mais il va en fait se modifier pour aller vers une notion de soin. Parce qu'en fait, je vais me dire, tiens, j'ai besoin d'un jean. Mais un jean, avant de me dire, à me faire passer moi avant, je vais dire, mais un jean, c'est quoi ? Un jean, c'est 10 000 litres d'eau. 10 000 litres d'eau, et en plus de l'eau qui est rendue en tant que eau polluée. Et on en achète beaucoup sur la planète. Alors, pour les bureaux, de 2,5 milliards par an. En une seconde, ça fait 73. 73 achetés. 73 jeans achetés dans le monde par seconde. Par seconde, oui. Okay. Ouais, donc voilà. D'accord. Donc on peut se poser la question de l'impact écologique du jean. Donc du coup, on peut se poser la question, et je ne veux pas culpabiliser. C'est-à-dire, ok, continuons à produire des jeans, on a besoin de jeans, on a besoin de se vêtir. En revanche, je me dis... C'est quand même dommage que je rentre dans un magasin, que j'en achète un de plus dans le mécanisme, alors qu'il y en a quand même 73 qui ont été vendus dans une seconde. C'est quand même, je vais quand même arriver dans l'économie circulaire à trouver un jean qui soit à ma taille, en bon état. Donc en fait, je vais faire passer le soin avant le besoin. Et donc je vais mettre mon énergie à trouver un jean. Je ne remets pas en cause le système. Mais je vais le privilégier et je vais me dire, au moins, je n'aurai pas contribué à ce que 10 000 litres d'eau en plus, c'est le coût marginal en fait, c'est la vision marginale, qui va impacter la planète. Et si vous faites ça sur les véhicules, vous voyez, avant de vous déplacer, vous dites, ok, comment je vais me déplacer? J'ai un besoin de mobilité, il faut que je me rende à tel endroit. Oui, et en fait, vous allez calculer, vous allez vous poser des questions. Vous allez faire passer le soin avant tout. Et c'est le soin qui va driver. Il y a une autre façon de le dire, c'est de passer de la possession à l'usage. Complètement. C'est un peu la même... ça participe. Un peu la même idée. Ça participe de la même idée. C'est l'usage. Au lieu d'être propriétaire pour être propriétaire, j'ai un usage de quelque chose. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs entreprises, peut-être que le mouvement n'est pas encore assez large, mais qui sont en train de modifier, voire de twister leur modèle économique pour passer de la possession à l'usage. Et en fait, c'est là que vous avez un autre rapprochement. On peut parler de l'économie sociale et solidaire en tant que cadre juridique, avec des éléments très, 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 très cadrés venant d'une loi. On pourrait parler de juridique, on ne va pas le faire. C'est la loi du 21 juillet 2014. OK.
Et en fait, et puis vous avez de l'autre côté l'économie dite financière, traditionnelle, classique. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a un rapprochement. Vous vous rendez compte que depuis la loi Pacte, donc en 2019, en fait, vous avez une prise en compte de ces sociétés. Ces sociétés financières se sont posées la question, de dire, OK, on ne peut pas aller complètement, on ne peut pas s'intégrer, on ne va pas s'auto-ubériser, quoique, on ne va pas s'auto-ubériser pour rentrer dans l'ESS. Mais quand même, il y a des choses que l'on peut faire. Et avec la loi Pacte, avec la notion de société à mission, la notion de raison d'être, vous avez donc tout cet ensemble qui se rapproche. En fait, vous avez une construction de pont entre l'économie sociale et solidaire et l'économie financière, ce qui fait que vous allez même avoir une évolution, je pense qu'on pourra avoir une évolution de ESS, économie sociale et solidaire, qui pourrait devenir l'économie du soin et du sens. Économie du soin et du sens. Merci beaucoup encore une fois, Éric Carré. Je rappelle le titre de votre livre, Après la guerre contre la Covid, de l'économie financière à l'entrepreneuriat social, coécrit avec Hubert Landier et publié aux éditions L'Harmattan. Merci à vous. Encore. On passe à notre débat tout de suite, les innovations en matière d'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables au programme de notre débat avec Thierry Falard. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le PDG d'Estium, à vos côtés Alexandre Albanel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue aussi, directeur général d'Hydrowatt, président du directoire du groupe Unit. On va commencer par une présentation de vos entreprises respectives. Je commence avec Estium, l'ancien groupe Aterno, c'est ça? Exactement. Votre métier, c'est quoi? L'efficacité énergétique, le solaire, un peu tout ça? Alors, au départ, c'était l'efficacité énergétique, puisqu'en fait, nous fabriquons des radiateurs électriques basse consommation depuis 30 ans maintenant. Et puis, donc, on s'est diversifié dans le photovoltaïque depuis 5 ans. L'objectif, c'était de proposer à nos clients d'aller plus loin dans les économies d'énergie. Et donc de les équiper avec des systèmes photovoltaïques pour qu'ils produisent et qu'ils utilisent l'énergie gratuite et solaire. Et tout ça couplé avec nos radiateurs électriques basse consommation. Avec une nouvelle offre à destination des particuliers, de quoi il s'agit? Alors en fait, il s'agit maintenant d'optimiser un système photovoltaïque. Et donc les particuliers produisent de l'énergie, mais ce qu'ils n'utilisent pas repart dans le réseau et est racheté par EDF. Donc l'objectif, c'est d'utiliser une batterie pour stocker l'énergie gratuite produite en journée pour qu'ils puissent utiliser plus tard. À la fin de la journée ou même un peu plus tard. Donc c'est vraiment, il y a à la fois un objectif économique, faire plus d'économies. Et puis aujourd'hui, on voit que les gens sont vraiment très concernés par l'augmentation du prix du kilowattheure, donc ils veulent optimiser leur consommation. Voilà. Et on verra qu'il y a la part d'innovation dans ces nouveautés. Alexandre Albanel, présentez-nous Unit, producteur indépendant d'énergie renouvelable. Le résumé est assez bon. C'est exactement ça. Nous sommes un énergéticien français indépendant. Notre raison d'être, c'est vraiment de concilier besoin d'énergie et respect de l'environnement. C'est ainsi que nous faisons de la production d'énergie et de la valorisation d'énergie renouvelable. Toutes les énergies renouvelables? Il y a du solaire, il y a de... Plus concrètement, c'est effectivement, nous développons, bâtissons et exploitons des centrales hydroélectriques. Ça, c'est le cœur de votre métier, l'hydroélectricité. C'est le cœur de notre métier. Aujourd'hui, grâce à une équipe formidable, on a une belle croissance en photovoltaïque. Après, notre ADN historique est l'hydroélectrique. Et nous sommes un des champions de référence aujourd'hui dans les petites centrales en France. Alors, on va se concentrer là-dessus. On peut dire que c'est la plus ancienne des énergies renouvelables, l'hydroélectricité. Est-ce qu'elle continue de se développer aujourd'hui? C'est quoi l'état du marché? C'est une excellente question. Alors, aujourd'hui, il y a environ 2300 petites centrales hydroélectriques en France. Ça équivaut à une centrale nucléaire. L'équivalent d'une centrale nucléaire en production. C'est ça, en production. L'hydroélectricité, effectivement, c'est plus de 10% de la consommation d'électricité en France. Donc oui, c'est une énergie ancienne. Ça fait partie du patrimoine industriel énergétique français. Et il y a toujours du potentiel aujourd'hui en France. Thierry Falard, l'autoconsommation solaire, je voudrais qu'on soit très précis sur la rentabilité. À quel point c'est plus rentable, avec votre système de batterie, finalement de la conserver et de la consommer, si je simplifie, que de la revendre à EDF? Alors en fait, c'est tout simple, ça dépend de l'abonnement des clients. J'imagine, oui. On va dire qu'en moyenne, on est à 20 centimes, 23 centimes d'euros du kilowatt. Donc tout ce qui n'est pas utilisé est racheté, est renvoyé dans le réseau et donc est racheté 13 centimes du kilowatt. Donc il y a quand même 10 centimes. Alors c'est pas beaucoup, mais quand même, quand on fait ça sur une année, ça permet d'avoir 15 à 20% d'économies supplémentaires. Donc il y a un réel enjeu économique et surtout les gens
Aujourd'hui, ils veulent vraiment aller vers l'autonomie énergétique. C'est vraiment ce qui est important pour eux. Oui, il y a la démarche qui n'est pas seulement symbolique, mais alors, ces batteries, est-ce qu'il y a une part d'innovation pourquoi vous avez proposé ce plus, en fait? En fait, aujourd'hui, sur le marché, il y a quand même beaucoup d'acteurs dans le photovoltaïque. Et aujourd'hui, quelque part, le Graal, c'est vraiment d'être autonome et d'utiliser sa propre énergie tout le temps. Donc, il y a des offres qui existaient un petit peu sur le marché, mais qui n'étaient pas déployées à un niveau national. Donc après, bien sûr, il y a des avancées technologiques par rapport à la qualité des batteries, mais vraiment, c'était nous proposer quelque chose qui soit bien positionné sur le marché pour nos clients et très simple. On la rentabilise vite, l'installation ? L'installation, en étant tout à fait honnête, elle est rentabilisée au bout d'une dizaine d'années. Une dizaine d'années, même dans les régions les moins ensoleillées, parce que ça c'est souvent une question qu'on pose quand on parle du solaire. Avec le photovoltaïque, on peut produire partout, aussi bien à Lille qu'à Marseille, à Brest ou à Strasbourg. Après, effectivement, s'il y a plus de soleil, on va plus produire, donc on aura une meilleure rentabilité dans le sud. Mais c'est quand même intéressant dans le nord. Nous, on a des clients partout en France. L'objectif, c'est encore une fois de les accompagner, de faire réduire leurs factures et pouvoir leur dire, vous faites aussi quelque chose pour la transition énergétique de manière concrète. Alexandre Albanel, il y a cette loi d'accélération des énergies renouvelables qui a été votée. Je sais un peu quelle est votre réponse, mais je vous pose la question générale. Est-ce qu'elle fait suffisamment de place à l'hydroélectricité ? Alors, c'est vrai que quand on a à cœur de développer ces énergies qui ont encore du potentiel en France, on a toujours envie d'accélérer parce qu'on voit le potentiel, on voit les bienfaits de cette énergie qui sont formidables et on en veut toujours plus. Alors, on salue toujours des actes de courage politique de vouloir développer cette énergie hydroélectrique. Après, aujourd'hui, dans la loi, j'ai pas lu grand-chose sur l'hydroélectricité. C'est la grande absente, effectivement, de cette loi. Exactement, vous avez raison. Et des mesures concrètes aujourd'hui sont connues. Aujourd'hui, il y a 70%. On pourrait faire l'équivalent en potentiel aujourd'hui de 1000 éoliennes en petites centrales hydroélectriques, ce qui est colossal. Et pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une volonté d'enlever des barrières qui sont la plupart des rivières aujourd'hui sont classées, sanctuarisées de façon conservatrice. Et c'est vrai que nous, producteurs énergéticiens, on souhaite proposer de faire du cas par cas. Aujourd'hui, on a des technologies qui sont respectueuses de l'environnement pour les nouvelles centrales hydroélectriques et pour la rénovation des anciennes. Et donc, on souhaiterait effectivement qu'il y ait une ouverture un petit peu du développement possible pour accélérer sur l'hydroélectricité. Est-ce que c'est complètement perdu ou est-ce qu'il y a encore une fenêtre d'opportunité avec les décrets d'application pour que les arguments que vous portez soient entendus par le gouvernement ? Alors aujourd'hui c'est compliqué parce que la loi est passée, les décrets ils sont en cours. Aujourd'hui on ne fait pas partie des énergies prioritaires, clairement, puisqu'il y a des développements massifs d'autres énergies, d'autres enjeux sur le nucléaire. Donc aujourd'hui nous on pense que à cœur vaillant, rien d'impossible, et qu'on est sur la durée. On est sur des énergies qui sont multicentenaires. On a confiance. Une centrale hydroélectrique, ça peut durer 100 ans, contrairement à des éoliennes, des panneaux photovoltaïques. Donc, on a confiance que notre parc, que la raison viendra au grand jour un jour et qu'on continue à développer ces centrales. Mais alors, quand vous nous dites que les nouvelles centrales, petites centrales hydroélectriques sont plus respectueuses de l'environnement, en matière de biodiversité notamment, qu'est-ce que ça change? En quoi sont-elles plus respectueuses? Alors, c'est effectivement, aujourd'hui, on est capable de faire des centrales qui sont du sur-mesure par rapport aux rivières, par rapport aux enjeux biologiques de la rivière. On fait des passes à poissons qui prouvent leur efficacité. On fait des grilles fines sur les dernières constructions. On fait des grilles qui protègent les poissons d'entrer un petit peu dans les chenaux. On est capable de faire des études d'impact et des conceptions techniques aujourd'hui complètement intégrées dans leur environnement. Ça, c'est un argument évidemment important à apporter. Thierry Fallard, il y a aussi une offre qui est destinée aux PME. Vous voulez équiper leur parking, c'est ça? Exactement. En fait, donc nous sommes fabricants donc en Alsace, on distribue partout en France et en Belgique. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait chez les professionnels la même problématique concernant le prix du kilowattheure, avec quand même un point très important, c'était le parc automobile des entreprises qui devenait hybride ou électrique. Et donc, nous avons conçu un carport solaire. C'est un carport en aluminium ou en acier, avec des panneaux solaires équipés de chargeurs qui permettent aux entreprises de charger leurs véhicules et de produire de l'énergie. Donc ça, c'est une offre qu'on a développée à travers PowerPark, qui est notre structure dédiée aux PME. Et donc, on en a installé déjà beaucoup et on s'aperçoit, pareil, que les entreprises et les chefs d'entreprise ont les mêmes problématiques. Ils attendent leur facture avec angoisse. Et donc, on développe aussi une offre solaire à travers cette filiale vers les PME
ETI. Alors nous, notre objectif, c'est pas d'équiper des grands parkings, c'est plutôt des installations entre 10 et 20 véhicules. D'accord. Mais on voit qu'en fait, il y a une forte... Mais c'est quoi? C'est des ombrières ou c'est un autre système? Alors en fait, au départ, ce sont des ombrières. On a deux offres. Une offre avec des ombrières, donc on s'occupe de tout, on installe, c'est modulable, évolutif, et puis une offre également avec des panneaux photovoltaïques. D'accord. Voilà. Des ombrières, vous en proposez aussi, mais alors plutôt dans l'agrivoltaïsme, c'est ça? C'est ça. Partie des services, des offres que vous avez? Effectivement, nous sommes donc le groupe UNIT est pionnier en agrivoltaïsme, puisque ça fait 11 ans qu'on en fait, avec la première centrale qui recouvre des élevages de truites. Et on s'est aperçu qu'il y avait des réductions de mortalité, enfin, il y a des bienfaits, une symbiose entre les deux. Donc effectivement, et nous, on se félicite effectivement d'être reconnus pour ça en agrivoltaïsme aujourd'hui. Vous avez levé 5 millions d'euros en financement participatif début avril. Il y a, je crois, deux nouvelles tranches de financement en cours. Vous espérez réunir quelle somme et avec quelle stratégie derrière? Alors effectivement, on a une belle équipe qui développe des projets. Donc ça demande des capitaux pour investir sur notre territoire français. Donc aujourd'hui, on était très heureux de voir que ce financement participatif, la plupart des gens ont investi entre 300 € et 2000 €. Donc ça veut dire que ça fait une multitude de personnes qui ont confiance dans ces développements de projets au sein des territoires. Et donc là, on est sur l'hydroélectrique, on est bien d'accord. Et là, on est sur le photovoltaïque. Alors ils ont investi dans les énergies. En général, dans les énergies renouvelables. En fait, ils ont investi dans notre entreprise qui proposons à la fois des projets hydroélectriques et des projets photovoltaïques. Là où il y a le plus de développement, c'est le photovoltaïque. Donc souvent, les gens raisonnent immédiatement photovoltaïque. Ça peut servir aussi pour de l'hydroélectrique, puisqu'on fait une centrale par an de nouvelles là-dessus. Et effectivement, nous avons encore des besoins de capitaux, et c'est pour ça que des nouvelles tranches seront à venir. Voilà. C'est quel... Alors, je reviens, parce qu'on a quand même centré votre entretien beaucoup sur l'hydroélectrique. Alors, ça doit dépendre de la taille, de la rivière, etc. Mais c'est quel type d'investissement? Ça représente quoi, une petite centrale, celle dont vous nous parlez? Eh bien, dans 3 semaines, nous inaugurons notre petite dernière dans les Alpes du Sud. Elle fait 4 mégas et ça a représenté 11 millions d'investissements. Voilà. Et donc, ça veut dire que les territoires sont avec vous. On a reçu le président d'intercommunalité de France, c'était hier, si je ne me trompe, dans l'émission, avec cette volonté de réindustrialisation, d'industrie verte. Est-ce que vous êtes accompagné par les territoires dans ces projets? Alors effectivement, nous, ça fait 35 ans qu'on existe. On fait partie des premières entreprises sur ce domaine. Et on a la confiance des territoires. Ça se prouve au fil du temps, la confiance. Et effectivement, donc, toutes les communes dans lesquelles on va, on sait qu'on a cette histoire. Les gens communiquent aussi entre eux, que ce soit des particuliers qui nous mettent à disposition des terrains ou des entreprises ou des municipalités. Effectivement, on a ce lien territoire qui est très fort. Nous, on ne se considère pas comme une entreprise nationale, mais multilocale. Ça veut dire que c'est vraiment la force des territoires qui fait émerger cette communauté d'énergie, et nous sommes opérateurs de ces centrales. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt. Sur Bismart, on passe à notre rubrique Start-up. On va notamment parler de dématérialisation des tickets de caisse. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Et je vous présente tout de suite mon invité, Cyril Zhou-Otou. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et directeur général de Paplar. Vous l'avez créé en 2020 avec Marvin Gazelle. C'était quoi votre idée de départ, le déclic en quelque sorte? Alors l'idée de départ, c'est que le ticket de caisse était en train de se numériser. Et en fait, il y avait beaucoup plus d'usage de l'email après des achats. Et en fait, on voulait proposer simplement une alternative à la boîte mail qui est bien souvent saturée d'emails post-achat. Cette décision de numériser les tickets de caisse, alors ça devait rentrer en vigueur au 1er janvier de cette année, ça a été repoussé au 1er août. Petite question générale, tiens, pour démarrer, est-ce que les commerçants sont prêts ou est-ce qu'il y a encore un peu de retard à l'allumage? Tout à fait. En fait, ça a mis un peu de temps à venir, mais aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus d'enseignes commencent à faire cette transition à proposer le ticket numérique et à l'envoyer simplement par mail. Alors, avec donc un effet collatéral en quelque sorte, c'est qu'on reçoit nos tickets de caisse par mail. Et on est déjà saturé de mails, c'est ça le constat que vous faites? Voilà, en fait, il y avait la pollution du reçu papier. Donc aujourd'hui, c'est 30 milliards de reçus papier imprimés en France chaque année. Donc ça comprend les tickets de caisse et les tickets de carte bleue. Et en fait, c'est une pollution qui devient numérique parce que les emails qui sont envoyés sont stockés sur des serveurs. Et en fait, nous, du coup, l'idée de Paplar, c'est de permettre de décrémer et d'alléger en fait ces boîtes mail en supprimant automatiquement tous les emails éphémères comme des newsletters ou des promotions. En fait, la plupart des gens ne sont pas
forcément le ménage dans leur boîte mail. Et nous, on permet de le faire de manière automatique. Alors, comment ça marche, Paplar? Alors Paplar, c'est très simple. En fait, c'est une application. Donc on se connecte. On a 2 options. On peut se connecter avec son email personnel, ou tout simplement créer une adresse Paplar qui deviendra en fait l'adresse de référence pour nos achats du quotidien. D'accord, l'adresse qu'on donnera aux commerçants quand ils voudront nous envoyer. Tout à fait, parce qu'il y a aussi ce sujet où les consommateurs ont de moins envie de donner de données personnelles. Et donc on propose du coup cette alternative avec Paplar. Et en fait, progressivement, au fur et à mesure qu'on fera des achats ou des transactions, on recevra en fait une synthèse donc de nos commandes, de nos différents paiements, nos achats, en fait tout ce qu'on reçoit en général sur notre boîte mail, mais centralisé et organisé par marque. Alors je reviendrai à la notion de sécurité, de protection des données qui est évidemment une notion importante. Est-ce que c'est aussi une aide, par exemple, quand on fait des notes de frais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, si le fait d'avoir tout centralisé, il y a aussi ce service-là oui, tout à fait, en fait, parce que étant donné qu'on a une plateforme vraiment dédiée aux transactions, donc on n'a pas, en fait, les transactions ne vont pas se mélanger avec les emails qu'on reçoit au quotidien. Donc c'est vraiment ça la volonté de Paplar, c'est d'avoir un espace dédié uniquement aux transactions. Donc c'est effectivement pratique pour les notes de frais. Alors donc vous parlez d'alias email Paplar, c'est ça? Et comment vous protégez nos données dans ce cadre-là? Alors tout simplement, là, ils sont stockés sur des serveurs sécurisés en France. Toutes les données qui transitent chez nous sont cryptées et protégées en fait comme tout système d'email classique en fait. Est-ce que vous avez modélisé l'impact carbone, l'impact positif de la solution que vous proposez? Ah oui, tout à fait. Alors nous, aujourd'hui, on a déjà agrégé plus de 500 000 transactions. Et on a constaté qu'en moyenne, 80% des emails de notre boîte étaient des emails éphémères. Donc du stockage inutile. Donc je vais vous donner un exemple. Les soldes arrivent bientôt. Vous allez recevoir des emails des marques que vous fréquentez. Et sauf que dans 2 semaines, ces emails-là seront obsolètes, mais pas forcément supprimés. Et donc nous, on a constaté que ces emails représentaient à peu près 80% de votre boîte mail. Et donc nous, en fait, chez Paplar, en les supprimant de manière automatisée au fil de leur obsolescence, on réduit 80% l'impact des emails qui passent par nos serveurs. C'est quoi les perspectives d'avenir pour Paplar? Vous en êtes où de votre développement aujourd'hui? Là, on commence à très bien se développer sur le marché français et les pays francophones. Donc, on a des utilisateurs en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et également en France. Et notre idée, c'est de se déployer davantage et de devenir en fait l'application de référence des consommateurs qui leur permet justement d'agréger toutes leurs interactions avec les marques qu'ils fréquentent. Est-ce qu'il y a des freins parce qu'il y a souvent des freins psychologiques quand il y a un changement comme ça, on y est confronté. Est-ce qu'on décide de prendre ou pas le ticket de carte bancaire, etc., etc. Est-ce que c'est le principal frein pour vous? Alors, pas forcément, non. En fait, le premier frein, c'était peut-être que les consommateurs n'avaient pas forcément envie d'avoir une énième boîte mail. Et donc, c'est pour ça que c'est très important. Et en fait, nous, on a constaté que ceux qui avaient utilisé la solution, du coup, maintenant, on n'utilisait plus que Paplar. Donc voilà, donc on a un vrai travail là-dessus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on permet maintenant de se connecter avec ses boîtes mail perso pour avoir, du coup, directement le résultat sans avoir besoin de partager un email à toutes les marques qu'on fréquente. Merci beaucoup, Cyril Zhou, et bon vent à Paplar. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louis Perrin à la programmation, à la production, assisté de Marie Billa, le réalisateur c'était Romain Luc et Alexis Oustabassidis pour le son. Belle fin de journée à toutes et à tous sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut et à demain.